Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer les grands principes de base de la création de scripts sous Linux. Alors ne vous attendez pas à voir des commandes bien compliquées, le plus compliqué qui sera vu ici c'est un test de valeur au travers d'une condition if. Ce qui est déjà pas mal car il s'agit bien de partir de zéro. La description de cette vidéo vous proposera en plus du timecode l'ensemble des commandes et contenus de script qui seront vus ici. Cette vidéo s'adresse un peu aux informaticiens. Il est quand même assez rare qu'un simple utilisateur s'intéresse à la création de scripts. Pourtant, on rencontre parfois des utilisateurs qui en connaissent quand même assez long sur le sujet. Alors les scripts sont un point de passage obligé dans la gestion d'un poste de travail. Informatique veut dire traitement de l'information automatisée. Le script rentre tout particulièrement dans cette catégorie. Alors bien sûr, les informaticiens, les ingénieurs système et réseau aimeraient bien ne faire que du système ou de la gestion de système, mais pour entrer dans la gestion de système, ça peut être pratique que les tâches soient réalisées automatiquement. Et pour ça, que cela soit sous Windows avec le PowerShell ou sous Linux, le point de passage obligé est l'écriture de script. Alors ici, pas question d'aller très loin, ce n'est pas de la programmation qu'on va faire, on va juste aligner quelques commandes dans un fichier après avoir vu comment le rendre exécutable. Comme je viens de le dire, un script est un fichier texte qui va contenir un ensemble de commandes. Alors il est facile de penser tout de suite à la création automatique de dossiers, de fichiers, de modifications de fichiers. En réalité, dans un script, on pourrait mettre tout un type d'actions différentes. Après, c'est aussi une question de savoir quelle commande y mettre et surtout comment l'écrire. On sait par exemple que la commande sed, sed, permet de modifier le contenu d'un fichier texte. Mais comment l'utiliser, ça par contre c'est autre chose. Alors oui, un script peut permettre de faire beaucoup de choses, mais si on ne connaît pas les commandes à y mettre dedans, ça devient tout de suite moins intéressant. Bon, le jour où je vais faire une vidéo sur la commande sed, je vais déjà y passer un bon moment. Alors en deux mots, un script de second niveau ne se fera pas en une seule fois. À ces actions, on va retrouver des commandes de gestion, comme on pourrait les retrouver au travers du code, comme dans des macros sous Excel. Alors ces scripts sont écrits dans un simple fichier texte qui sera rendu exécutable. Alors il existe une normalisation pour écrire des scripts. Alors pour voir comment sont écrits réellement des scripts, je vous invite à aller voir les scripts qui se trouvent dans le dossier /tc/rc.d. Alors c'est un exemple parce que des scripts on en trouve un petit peu partout. Alors dans ce dossier tc/rc.d, ce sont des scripts qui sont utilisés pour le démarrage et l'arrêt du système. Si ces scripts ne respectent pas une certaine écriture, s'ils ne sont pas aux normes de l'écriture des scripts, ils ne seront pas traités comme tels. Mais là on rentre déjà dans du compliqué. Mais il faudra arriver tôt ou tard au script niveau 2. Alors oui, je sais, il serait temps un petit peu que je me mette à faire des vidéos d'un niveau un peu plus élevé, c'est vrai, j'y pense, mais le jour où je vais m'y mettre, je ne sais pas si je vais encore intéresser grand monde. Ce qui va être expliqué reste quand même ici à la portée de tous, à condition de connaître quand même les bases de la ligne de commande. Pour l'instant, nous allons mettre nos scripts dans un dossier destiné à cet effet. On verra plus loin que on pourrait les placer dans le dossier /usr-bin, ce qui les rendrait plus accessibles mais demanderait aussi un peu plus d'organisation. On pourrait aussi rajouter notre dossier de script dans la variable path du système. Mais bon, là encore, une chose à la fois.
Donc dans un premier temps, on va créer un dossier destiné à recevoir mes différents scripts. On pourra alors utiliser des commandes comme pwd pour connaître le répertoire de travail dans lequel je suis, et puis utiliser des commandes comme mkdir pour créer un nouveau dossier. Alors par habitude, vous allez voir que j'évite toujours de mettre des majuscules, des caractères accentués, des espaces ou des caractères spéciaux dans mes noms de fichiers ou dossiers. Non pas que le système ne sache pas le faire, puisqu'en réalité on peut mettre n'importe quoi dans un nom de fichier, même des slash, des anti-slash, des étoiles ou des points d'interrogation. Donc l'idée n'est pas de dire le système ne sait pas le faire, et surtout l'idée n'est pas de s'encombrer avec des difficultés supplémentaires. Je reviens pas non plus sur l'utilisation des commandes en utilisateur ou en route. Après m'être déplacé dans le dossier mes scripts ou le nom du dossier où vous allez créer votre script, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler script. Bon, pour moi je l'appelle le script, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ce fichier va être mon script de base. Plus tard, je pourrai le copier, le dupliquer, je pourrais en créer de nouveaux, ou même vous, ça sera la même chose, vous pourrez en créer de nouveaux avec le nom que vous voudrez. Donc pour exécuter un script qui n'est pas dans un dossier du PAF, donc qui n'est pas dans un dossier reconnu pour l'exécution des scripts et fichiers binaires, il est nécessaire de lui donner son nom avec son chemin. Alors pour moi, je vais être obligé de lui donner son chemin complet, donc /home /utilisateur mes scripts suivi du nom de mon script. Si on est déjà dans le dossier contenant le fichier de script, on pourra remplacer le chemin par /. Remplace en fait le dossier dans lequel on se trouve, le dossier courant. Donc en tapant /script ou en tapant le chemin complet de mon script, celui-ci devrait s'exécuter. Mais là j'obtiens un message comme quoi je n'en ai pas le droit. Alors bien sûr, je pourrais le forcer à s'exécuter en tapant sh espace /script ou sh espace et le chemin complet de mon script. Mais la bonne méthode serait quand même qu'il s'exécute automatiquement. Alors même en route, je n'aurai pas plus de droits car en réalité, comme je peux le vérifier en listant de manière détaillée le contenu de mon dossier, le fichier n'a pas d'attribut exécutable. S'il n'est pas exécutable, je n'ai pas le droit de le lancer. Alors pour remédier à ça, on utilisera la commande chmod suivie du paramètre +x. En fait, je rajoute x pour exécutable aux attributs de mon fichier script. Cette fois, je vois bien qu'en listant de manière détaillée, mon script est bien devenu exécutable. Alors je vais pouvoir vérifier en exécutant cette fois le fichier. Alors bien sûr, il est vide, il risque pas de faire grand chose. Mais rendre un script exécutable est quand même la première phase à passer. Maintenant que notre script est exécutable, on va pouvoir lui demander d'exécuter une ou plusieurs actions. Alors bien sûr, le premier script qu'on devrait écrire, c'est normalement un Hello World. Alors c'est un petit peu une manière détournée de ce que je vais faire. Alors le script est un fichier texte, comme j'ai déjà pu le dire. Alors je vais modifier avec un éditeur de texte. Je pourrais utiliser VI, Vim, Emacs ou Nano. Tous fonctionnent bien de la même manière. Pour celui qui désire, vous pouvez taper VI script. Pour les autres, Nano script, c'est la même chose. Le tout, c'est d'écrire dedans. Alors bien sûr, VI est tout particulièrement fait pour exécuter des scripts, mais encore faut-il savoir l'utiliser. On tape la commande echo dans le fichier comme on pourrait le taper directement en ligne. On termine en enregistrant le fichier, puis on essaye le script.
Cette fois, notre script exécute bien une commande. Vous voilà avec votre premier script. Bon, l'idée n'est pas de s'arrêter là, mais en tout cas, le plus dur est déjà fait. Cette fois, on va rééditer le script pour lui indiquer le nom de l'interpréteur de commande à utiliser. Alors la commande echo est disponible sur tous les interpréteurs de commande. Mais avec le temps et la complexité que vous allez donner à vos scripts, il se peut fort qu'ils ne pourront pas être exécutés avec tous les interpréteurs de commande, puisque tous les interpréteurs de commande ne reconnaissent pas pour autant toutes les commandes. En première ligne du script, on va donc y ajouter l'exécutable de shell à utiliser. Donc pour ça, on tape shell ou hashtag pour celui qui préfère, point d'exclamation, puis le chemin de l'interpréteur de commande. Hashtag, point d'exclamation, /bin, /sh ou /bin, /bash. Alors j'insiste un petit peu là-dessus car la plupart des scripts que l'on trouve sur l'internet n'ont pas cette première ligne. Et après on s'étonne que parfois le script ne fonctionne pas. On y ajoute les modifications et on peut essayer notre script. Alors cette fois il est créé pour le shell sh et non pas pour un autre interpréteur de commande. On va encore ouvrir le script pour lui ajouter cette fois une seconde ligne. Et là on voit bien qu'un script simple est un ensemble de commandes qui se suivent. Alors vous voyez bien que je rentre pas dans du code particulier, de simples commandes mises à la suite les unes des autres. Alors bien sûr, pas de manipulation particulière, mais on pourrait y mettre une sauvegarde au travers d'une commande zip ou une commande tar. On pourrait déplacer des fichiers, renommer des fichiers, tout comme on taperait les commandes les unes derrière les autres dans l'invite de commande. Alors cette fois, nous allons y ajouter une commande de script, la commande exit 0. Alors pas besoin d'être devin pour savoir ce qu'elle fait. Cette commande, en réalité, elle va tout simplement quitter le bloc d'exécution de commande dans lequel elle est. On comprend qu'à son exécution, le second écho qui a été mis dans le script ne sera jamais atteint. Alors bien sûr, on pourrait continuer plus loin, mais pour l'instant, on va s'arrêter ici avec le contenu du script pour revenir à son utilisation. Donc je disais tout à l'heure que si je tape script directement, il ne serait pas exécuté. Pour être exécuté automatiquement, sans en donner le chemin, il doit être placé dans un des chemins de la variable path. Donc pour moi en réalité c'est même un peu plus compliqué que ça. J'ai déjà dans le path un script qui s'appelle script. Donc en réalité c'est l'autre script qui serait exécuté et non celui-ci. Mais ça on va le voir très vite quand je vais faire mon lien. Une des solutions les plus simples est de créer un lien entre le script et un des dossiers du path. Le dossier /user/bin est destiné à recevoir les binaires de l'utilisateur. C'est donc dans le dossier de préférence où l'on va créer le lien. Alors l'objectif n'est pas ici d'expliquer comment faire un lien, comment il fonctionne. Alors je vais me contenter de donner la ligne de commande avec un minimum d'explications liées à cette commande. Pour faire un lien, on utilise la commande ln pour link. Donc on fait ici un lien symbolique, c'est une espèce de raccourci. Sur Windows, on parlerait d'une jonction. Pour créer un lien symbolique, on utilise le paramètre s. Puis on fournit le fichier source avec sa destination. Ce qui donne pour nous ln espace -s slash le chemin de mon script actuel espace /user usr /bin. Je fournis la commande dans la description de cette vidéo. Il faudra l'adapter en fonction de votre situation. Une fois que j'ai tapé ma commande,
je valide. Alors ici j'utilise la commande sudo parce que n'importe qui n'a pas le droit d'aller écrire dans le dossier usr bin. Sinon on pourrait aussi exécuter la commande en tant que route. Dans mon exemple, le fichier de script existe déjà dans mon dossier. Un message va m'en avertir. Dans ce cas, je pourrais exécuter la même commande, mais cette fois en fournissant le nom de destination. Donc par exemple, je peux ici utiliser ln-s slash le chemin de mon script espace slash usr slash bin slash mon script. Le script reconnu sera le nouveau nom fourni. Donc si je veux que mon script soit exécuté automatiquement, je ne taperai pas script, mais mon script, ce que j'ai mis dans mon lien. Comme je disais au début de cette vidéo, l'écriture de script est une chose. Si en plus on veut les mettre dans le PAF ou dans le dossier userbin ou usersbin, ça demande un peu d'organisation. Sinon, on pourrait très bien se retrouver très vite avec des fichiers dans tous les sens. Mais encore une fois, je vais pas m'attarder trop là-dessus, sinon je vais pas en finir. Cette fois, mon script fonctionne et il peut être appelé tout comme n'importe quelle autre commande. Alors il pourrait être effectivement composé de commandes et même de n'importe quelle commande. En faisant l'essai avec mkdir, on peut voir qu'un dossier est créé si, comme dans l'exemple proposé, on suit la commande de mkdir par cd. Après exécution du script, l'utilisateur est toujours dans le même dossier. Alors ce n'est pas pour autant que la commande cd n'a pas été exécutée. En réalité, la commande cd/tmp/test a bien été exécutée, mais non pas pour l'utilisateur, elle a été exécutée pour le script. Qui plus est, le script s'exécute dans un autre shell. Si j'avais suivi la commande par un touch essai par exemple, le fichier aurait bien été créé dans l'emplacement en cours. Alors je ne vais pas aller plus loin dans la philosophie d'utilisation des scripts, il faudra juste retenir qu'un script est lancé et travaille dans son propre shell et non pas dans celui de l'utilisateur. Les actions exécutées par le script ne sont pas forcément visibles pour l'utilisateur et un script peut exécuter toutes les commandes possibles. D'ailleurs, s'il y avait une erreur, l'utilisateur aurait été averti par un message.
Cette fois, on a presque tous les éléments pour faire des scripts. Reste encore quelques points à traiter, comme la possibilité de faire un test, une condition ou récupérer un paramètre d'entrée. Et ça sera déjà pas mal pour un premier contact avec les scripts. Cette fois, on va donc créer un nouveau script qui agira suivant un paramètre. On repart du début en créant un nouveau fichier de script. Alors pour moi, je vais l'appeler script question, mais vous l'appelez comme vous voulez. Puis je vais le rendre exécutable en tapant la commande chmod plus X, comme on l'a fait au début. On pourrait aussi changer les droits en 755, soit plein droit pour le propriétaire, et en lecture-exécution pour les autres utilisateurs. Mais là encore une fois, je rentre pas non plus là-dedans, ça fera l'objet d'une autre vidéo, un peu plus tard quand même. On pourra, avant de le modifier éventuellement, tester son accès en exécution en utilisant / et script question. Après avoir ouvert mon script, j'ai rempli l'interpréteur de commande comme on l'a vu juste avant, puis j'y ajoute une commande echo qui cette fois va récupérer le paramètre fourni en entrée. Alors les paramètres fournis en entrée sont de deux types. $0 représente la commande d'appel du script et les paramètres passés au script qui s'écriront $1, $2, 3 et ainsi de suite. La variable $1 représente le premier paramètre, $2 le second et ainsi de suite. Pour séparer les différents paramètres, on y met des espaces. De là, on peut avoir un écho interactif qui affichera une phrase ou un texte suivant le paramètre passé en entrée. Ça pourra être tout paramètre utile à l'une des commandes placées dans le script. Alors pour l'instant, notre script ne fait qu'une seule ligne, qui plus est n'est pas très compliqué, mais on peut envisager des scripts qui contiennent des centaines de lignes, avec des paramètres en entrée qui définiront ou déclencheront des actions, un peu comme on passe un paramètre à une commande. Quand le script va prendre de l'ampleur, il se peut très bien qu'après quelques mois, sans y avoir fait de modification, à l'ouverture suivante, qu'il soit compliqué de comprendre ce qu'on avait voulu y faire. Ça peut donc être intéressant d'y placer des commentaires en y expliquant le pourquoi du comment. Alors c'est malheureusement une erreur souvent rencontrée de ne pas assez commenter un contenu. Il suffit alors de penser aux tonnes de commentaires qu'on trouve dans les fichiers de configuration. Alors tout le monde en conviendra que ces commentaires sont parfois bien utiles. Après l'avoir essayé, vous aurez remarqué qu'il manque un espace après bonjour. On pourra de nouveau reprendre le script pour corriger ou améliorer un peu. Je continue encore sur les modifications de mon script. Cette fois, je vais y rentrer un test if, comme en anglais, si, suivant la condition alors, then, en anglais. Vous pouvez voir lors de l'écriture de mon if que j'y mets des espaces entre if et les crochets, entre le crochet et Z. Ces espaces sont importants et doivent y apparaître absolument, sinon vous rencontrerez des messages d'erreur. Ce qui donne if, si, entre crochets, -z, $1, si $1 n'existe pas, alors, then, j'affiche un message indiquant qu'il faut rentrer un paramètre, ici pour l'exemple mon prénom. Puis on pourrait continuer par sinon, else, ou par fi qui signifie la fin de mon if. Dans le cas où la variable 1 est vide, après avoir fiché mon message, je quitterai le script en utilisant exit, comme on l'a vu au début de cette vidéo.
Afin de comprendre un peu mieux le fonctionnement de if, then, else, fi, si pour le if, la condition, alors, l'action qui va être menée si la condition est réalisée, sinon, on exécute l'action si la condition n'est pas réalisée, et puis on termine la condition. Alors rassurez-vous, vous allez retrouver le script dans la description de cette vidéo. Après avoir vérifié les quelques lignes de code, si on n'a pas oublié d'espace, si les guillemets ont bien été mis pour délimiter le texte, comme dans la commande echo, ou dans le test de comparaison du paramètre d'entrée, on pourra alors ajouter des commentaires. Comme je disais précédemment, les commentaires permettent de se rappeler au besoin ce qu'on a voulu faire et comment le script fonctionne. Car aujourd'hui, vous aurez probablement compris, mais dans 6 mois, est-ce que vous vous souviendrez encore que "-z" vérifie le paramètre, qu'il faut mettre des espaces avant et après les crochets ou avant et après le signe égal? Alors ça par contre c'est déjà moins sûr. Alors on commente, on met des lignes de texte pour ne pas oublier. Le tout est de garder une trace sur ce qui a été fait. Puis vient le moment de tester le script. Alors surtout quand on teste un script, on n'oublie pas tous les cas de figure. Le test du script a aussi toute son importance. Il est tout aussi important que l'écriture du script lui-même. Créer un script sans en vérifier son fonctionnement, c'est comme si vous distribuiez un programme avec des bugs. Ça se fait pas, et puis forcément ça ne marche pas. Jusqu'au premier script, tout devait aller relativement bien, mais comme vous l'avez vu, créer un script, ça n'a rien de compliqué. Touch, le nom du script, chmod plus x, pareil le nom du script, on y ajoute le chemin de l'interpréteur de commande avec hashtag point d'exclamation, puis on y met les différentes commandes. Jusque là, pas de souci. Dans le second script, on y ajoute juste que des conditions de base. On teste un paramètre et tout de suite ça paraît compliqué. Alors je vais pas vous dire que c'est super simple. Écrire comme ce second fichier un script d'à peine 10 lignes va pas se faire en 5 minutes. Il faudra probablement recommencer 10 fois, 20 fois le premier script avant de pouvoir passer au second. Ne serait-ce qu'un test, si la variable 1 existe, sera probablement un très gros casse-tête à lui seul. D'autant que Linux est sensible à la casse et que la moindre erreur de syntaxe, comme oublier un espace ou un point-virgule après les crochets du if, empêchera tout le script de démarrer.
Pour découvrir l'ensemble de mes vidéos et aussi des centaines de documents, il vous suffit de flasher le QR code ou taper LJP Info avec un S dans Google. Bien sûr, je vous invite à visiter mon site. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à donner un coup de pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos. Alors je comprends bien qu'un grand nombre d'entre vous n'auront pas tout compris. Entre la première partie où il suffit de mettre une commande et la seconde où l'on trouve des paramètres et une condition, c'est pas vraiment évident. Alors il n'y a rien de tel que pratiquer, tester, essayer. Mais n'hésitez pas pour autant à laisser des commentaires ou poser vos questions si vous avez des besoins particuliers, si vous avez besoin de plus de précision dans les explications qui sont données. Dans mes prochaines vidéos, vous pourrez encore découvrir d'autres choses sur Linux, comme l'utilisation des liens. Donc là, j'irai un petit peu plus loin que les liens symboliques. Ou encore, je parlerai de la récupération d'un système quand on a perdu le mot de passe. Mais j'ai encore plein d'autres projets vidéo. Bon, en informatique, c'est pas vraiment ce qui manque. Alors en attendant, je vous dis à bientôt.